C'est une plateforme d'engagement à destination des plus belles marques en vente événementielle au service des grandes causes. Assez simplement, donc l'idée pour nous, c'est vraiment d'aller fédérer les marques de la confection, des accessoires, des cosmétiques, de l'alimentaire, aller chercher les plus belles marques de chacun de ces marchés-là, les mettre en scène sur la plateforme le temps d'une opération, une semaine, 15 jours maximum, et de les mettre en scène non pas seules, mais en collaboration avec une association qu'elles auront chacune choisie en cohérence avec leurs valeurs. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Vous le savez probablement, les marques utilisent les plateformes de vente privée pour déstocker et se séparer des fins de collection. Elles ne font pas beaucoup de publicité autour de cette activité car celle-ci ne s'inscrit pas véritablement dans la promotion de leur image de marque. Quant aux consommateurs des ventes exclusives, ils viennent tous chercher un prix, bref, le bon coup. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une initiative originale qui consiste à lier les ventes privées au soutien d'une cause. J'entends par cause association. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Christophe Sibon, cofondateur de la plateforme lesbienfaiteurs.com. Vous allez très vite comprendre l'idée de proposer aux marques d'organiser des ventes privées pour soutenir l'association de leur choix. Non seulement la marque ne détériore pas son image, mais elle s'inscrit dans une démarche sociétale dont elle peut être fière et dont elle peut parler. Côté client, non seulement il fait une bonne affaire, mais en plus il soutient une cause. Pour développer tout cela, nous allons un peu sortir du plan habituel. Nous reviendrons d'abord sur la proposition de valeur initiale des plateformes de vente privée. Nous aborderons également les sujets RSE et parmi eux, plus particulièrement celui de l'engagement d'une marque pour une cause. Puis nous reviendrons sur le concept des bienfaiteurs, où en est le développement de la plateforme, quelle est la promesse faite aux marques et aux consommateurs, et enfin, quelles sont ses ambitions. Mais avant de commencer, Jean-Christophe, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, merci de m'accueillir sur ton podcast. Je suis absolument ravi d'être ici. Alors pour me présenter sommairement, j'ai 38 ans. Je suis donc engagé sur les bienfaiteurs depuis un peu plus d'1 an. Ça vient à la suite de 15 ans de carrière professionnelle, commencé en conseil financier chez Deloitte, où j'ai fait ma classe. T'as une formation initiale qui est plutôt une formation d'ingénieur, une formation commerciale, gestion, c'est quoi ? Alors j'étais à Dauphine. Et sans anticiper la suite de la conversation, c'est un moment très important dans ma vie parce que d'abord, c'est vrai que ce sont des années où je me suis construit. Et puis aussi, c'est pendant ces années-là que j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de mon associé, une des plus belles rencontres que j'ai faites de ma vie. C'est aujourd'hui, c'est avec lui qu'aujourd'hui j'ai le bonheur de construire les bienfaiteurs. Charles, exactement. Voilà. Donc, tu as été diplômé de Dauphine en gestion, j'imagine. Ta carrière, elle suit, en fait, tu me le disais, elle suit
un plan un peu tracé, non, au début? Oui, exactement. Je fais mes 5 ans à Dauphine. Tout naturellement, je commence ma carrière par un stage de fin d'études dans une grande signature du conseil financier. Je suis à fond sur ces sujets-là. J'y passe 6 ans. Je vais jusqu'à l'expertise comptable. Et puis, en fait, à un moment, je me dis, tiens, je vais revenir à mes amours, le digital. 14 ans sur le Paris Saint-Germain. Donc autant dire qu'on est très loin des sujets d'aujourd'hui, mais il fallait bien commencer par quelque chose. Et donc, Tu as commencé à coder à 14 ans sur le PSG. Qu'est-ce que tu veux dire par là? j'ai fait l'un des premiers sites sur Internet sur le Paris Saint-Germain en 98. C'était un site de fans. C'était un site de fans, codé en HTML 1.0, on va dire, Ouais. psgnonofficiel.com, ça s'appelait. Ouais. Et donc, l'objectif, c'était de permettre aux fans de découvrir les dernières informations sur leur club préféré. Donc Voilà. ça, c'était avant l'existence de Facebook. C'était largement avant l'existence de Facebook, puisque Facebook est arrivé en 2005. Et puis c'est vraiment l'époque où on codait les sites web d'une manière tout à fait préhistorique, avec un éditeur qui s'appelait Dreamweaver. Alors là, Ouais. vraiment, je m'adresse aux dinosaures qui nous écoutent. Hein. Donc je fais partie. Ouais. Donc voilà. Mais bon, c'était une manière d'essuyer les plâtres et finalement de construire une appétence technique dont je n'ai jamais arrêté de cultiver depuis, parce que c'est vrai que mettre en place des solutions marketing innovantes, on est là pour en parler, mais il faut que la technique suive et j'ai toujours aimé cultiver cette double démarche, à la fois parler au consommateur, lui proposer de nouvelles offres et puis comprendre derrière, quand on ouvre le capot, comment ça fonctionne. Bon, tu dis qu'après le conseil, tu reviens à... Moi, je le dis, tu veux pas le dire, mais tu étais chez Deloitte, hein, si je dis pas de conneries. Ah si, je crois que je l'ai dit. Ah ouais, non, Ah oui. ok, d'accord. Tu reviens au digital, tu veux embrasser en fait une carrière d'entrepreneur. Exactement. En sortant de Deloitte, c'est vrai que j'ai un projet en tête. J'ai voulu construire un premier projet entrepreneurial qui s'appelait WeChef, un réseau social consacré à la cuisine. L'objectif, il était le suivant, il était de permettre aux gens de découvrir de nouvelles recettes, de les agréger dans un système de menus et ensuite d'en déduire des paniers à payer sur les cybermarchands partenaires. Alors je pensais faire une licorne, ça ne l'a pas été. On a eu de beaux succès de communication. On a notamment eu un gros temps fort à Rungis avec TF1. Et puis surtout, plus personnellement, ça m'a permis de me remettre à niveau sur les enjeux du digital et ensuite d'aller accompagner des grosses boîtes sur leurs enjeux de transformation. Je dois comprendre que tu es un fin gourmet, qu'il y avait une appétence autour de ça. C'est parce que tu as une passion pour la cuisine ou Alors, il y a plusieurs manières d'aborder le sujet. Je prétendrai pas être un chef auprès duquel tout le monde se bouscule pour goûter les derniers mets. Je dirais pas ça. J'étais plutôt un jeune actif parisien qui souhaitait améliorer son alimentation et qui du coup cherchait une solution technique. Toujours ce prisme-là pour pouvoir permettre aux gens de le faire facilement. Mais c'est toujours important de connaître la raison qui a motivé quelqu'un à entreprendre, tu vois. Tout à fait. Donc c'est celle-là. Tu fais ça pendant quelques années, tu as quelques petits succès. Bon, malheureusement, je comprends entre les lignes que ça n'a pas été celui qui était escompté. J'aurais aimé faire une sortie qui rende ma mère fière. Bon, ma mère est toujours fière de moi, mais en l'occurrence, pas spécifiquement grâce à WeChef. Ça a été un moment important pour moi puisque ça m'a permis donc de me remettre dans les clous sur les sujets digitaux, de mieux comprendre comment le web fonctionnait dans les années 2010-2015 et puis donc également de rentrer dans des grands groupes sur des missions d'accompagnement en transformation digitale. J'ai continué en effet auprès de grands groupes. J'ai pas mal travaillé notamment pour... Donc ça, c'est après WeChef. C'est après WeChef. J'ai pas mal travaillé notamment pour Saint-Gobain, chez Laper, sur la transformation de la fonction e-commerce. J'ai pas mal travaillé également chez Conforama. Et puis, assez récemment, j'étais encore en mission chez Total. Dans les 3 cas, pour des missions de transformation digitale. Donc on parle dans les 3 cas de très grosses maisons, avec des process très lourds, avec un historique très fourni. Comment on fait pour que ces boîtes-là parlent le langage des années 2020 ? Ok, donc c'est intéressant que tu nous dises que c'était il y a encore peu une forme de réalité pour toi, puisqu'effectivement, les bienfaiteurs est encore dans une phase de développement. Je dis, c'est pas très ancien, on reviendra sur le sujet.
Avant qu'on y revienne, justement, on comprend que tu as fait ces missions. Quelque part, tu as réussi à allier euh, une expérience dans un gros cabinet de Deloitte et puis ce que tu avais retrouvé dans le digital avec WeChef au service des transformations digitales des grands comptes. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu le perçois, oui. Mais enfin, moi, c'est un bon résumé. C'est ce que j'entends. Et puis finalement, en 2020, il se passe quelque chose avec ton associé, Charles, puisque vous décidez de créer les bienfaiteurs. Comment vous en êtes arrivé à vous dire qu'il fallait faire quelque chose ensemble et pourquoi créer cette plateforme ? Alors, bon, assez simplement, donc je reviens un peu sur les années à Dauphine. Donc on s'est connus là-bas. Lui avait créé le site communautaire des étudiants de Dauphine, un truc qui s'appelait findo.com. Et donc en fait c'était très avant-gardiste puisque à l'époque Facebook n'était pas encore sorti. Et donc c'était vraiment le site sur lequel, et l'iPhone n'était pas encore sorti non plus. C'était vraiment le site web sur lequel tous les étudiants de Dauphine se bousculaient pour pouvoir donc se créer un profil, accéder à des cours, consulter les photos de la dernière soirée, voir quelle était la date et le lieu de la suivante, etc., etc. Donc c'était vraiment, il avait vraiment monté un très beau projet et c'était vraiment le site hype sur lequel aller quand on rejoignait Dauphine. Moi, j'étais sur des sujets plus sérieux puisque j'étais président du syndicat majoritaire au conseil d'administration de l'université. Donc moi, je m'occupais plutôt des transformations importantes que rencontrait Dauphine à l'époque, le passage en grand établissement et la réforme LMD. Toujours est-il que il y avait quand même un terrain de rencontre entre ces deux engagements. On a beaucoup échangé à l'époque et c'est vrai que de ces échanges est née une amitié qu'on a toujours cultivée pendant les 15 ans qui ont suivi. Tu m'as demandé tout à l'heure de parler de mon parcours. J'aimerais aussi parler de celui de Charles parce qu'il est important pour comprendre le projet qu'on a sorti ensemble il y a donc quelques mois. Donc Charles, lui, a aussi fait 5 ans... Tu peux donner son nom à Charles ? Charles Decaux, pardon, oui. A passé 5 ans à Dauphine, lui aussi. Il a fait le master de télécommunications et médias, donc il avait un très fort tropisme sur ces sujets-là. Et si je devais résumer sa carrière en quelques phrases, donc il a d'abord fait ses classes à Paris chez Price Minister au moment où Price Minister explosait aux côtés d'Olivier Mathieu et PKM. Ensuite, il est parti à Barcelone s'y installer avec sa femme. Il y a passé, je crois, 10 ans. Et entre autres expériences, il a fondé Verichic, un site de vente privée qui se désigne lui-même comme un site de vente privée d'hôtels extraordinaire, avec 2 autres associés. Et cette entreprise a été une magnifique réussite puisque ça a été racheté par Accor il y a 4 ans maintenant, et donc fait partie des prises de chasse d'Accor dans le cadre de sa nouvelle stratégie, nouvelle stratégie digitale. Très bien. Donc, on comprend effectivement qu'il y a une forme de complémentarité entre Charles et toi. Vous vous êtes connus sur les bancs de l'université. Et il y a un peu moins de 2 ans, vous vous retrouvez autour d'une idée commune qui est celle des bienfaiteurs. De quoi est partie cette idée ? Pourquoi les bienfaiteurs ? Alors déjà, pour l'anecdote quand même, je veux préciser une chose, c'est que ça faisait un certain temps qu'on se disait qu'on ferait de l'entrepreneuriat ensemble. Je me souviens notamment d'un déjeuner il y a 10 ans où on avait échangé sur un projet musical qui finalement ne s'est jamais fait. Et à la rentrée, en fait, on s'est retrouvés tous les deux. Moi, je terminais ma dernière mission chez Total. Et puis, donc, lui venait de rentrer à Paris dans un contexte covidien. Et puis, donc, suite à son départ de Verichic, on avait tous les deux envie de monter un projet. Et on s'est dit que c'était le bon moment. Alors, on a itéré, on a exploré plusieurs idées. Et puis, un jour, Charles est venu me voir avec celle que je vais présenter aujourd'hui. Elle nous a tous les deux bien plu. Et en fait, elle cochait plusieurs cases, sans rentrer dans les détails du projet, parce qu'on y viendra tout à l'heure. La première case, c'est que c'était un projet qui correspondait à nos expériences. C'est-à-dire que lui a un solide passé dans la vente privée avec cette belle réussite de Verichic. Moi, j'ai une forte expérience digitale quand même, puisque passé les 6 ans chez Deloitte, je n'ai plus fait que ça.
Il y avait le deuxième point, c'est que ça correspondait aussi à un projet qu'on avait envie de porter au moment de notre vie où on en était. C'est-à-dire que, on va y venir en détail, mais bon, les consommateurs viennent sur les bienfaiteurs parce qu'ils cherchent de la promo et ils cherchent de l'impact. Et nous, c'est vrai lui a déjà 40 ans, moi bientôt. On avait vraiment envie de construire un projet entrepreneurial qui aille au-delà d'une simple réussite entrepreneuriale au sens originel du terme, avec de la création de valeur pour l'actionnaire. On voulait aussi trouver un moyen de créer de la valeur à l'extérieur, de créer de l'impact. Et donc, c'est vrai que finalement, le projet qu'on a imaginé ensemble, c'est celui qui réconcilie à la fois nos expériences passées, la vente privée, la nécessité d'accompagner les grands groupes dans une démarche agile avec une solution de start-up, et puis donc la volonté de faire quelque chose qui nous ressemble, c'est-à-dire 40 ans, plutôt gâté par la vie, et l'envie de rendre un peu de ce qu'on a pu recevoir en créant un projet entrepreneurial qui soit original et qui aille au-delà de la simple création de valeur pour l'actionnaire. Bon, écoute, merci pour cette présentation déjà succincte qui met l'eau à la bouche, parce qu'on a envie d'en savoir plus. Mais pour en savoir plus, il va falloir qu'on plante un peu le décor. Là, tu viens de te présenter, donc on sait qui tu es, quel est le chemin que tu as parcouru pour arriver jusqu'à aujourd'hui, et puis celui de Charles en parallèle qui vient finalement se rejoindre, les deux viennent se rejoindre dans les bienfaiteurs. C'est important de bien comprendre ça. Pour aller plus loin, il faut comprendre quand même, et je le disais en introduction, deux notions qui sont clés. Celle de vente privée, de vente exclusive, comment ça fonctionne, comment elles sont nées, c'est quoi le concept, on va revenir dessus. Et puis, sur des aspects, donc tu parles d'impact, et il y a tout un champ lexical autour de ça, impact, cause, RSE, engagement, voilà, il y a beaucoup de choses qu'il va aussi falloir qu'on définisse quand on est une marque, pour que tu nous dises ce que ça veut dire pour une marque et pour les consommateurs peut-être, ce qu'ils attendent également. Revenons d'abord sur le concept des ventes privées, des ventes exclusives. Tu le disais avant qu'on enregistre, oui, quelque part on est un peu des enfants d'un vente privée ou d'un showroom privé. Tout à fait. Raconte-nous, sans refaire l'histoire des ventes privées, parce qu'on commence à bien les connaître, mais repitch-nous un peu le truc, comment ça fonctionne aujourd'hui, rappelle-nous pourquoi les marques l'utilisent. On est tous des héritiers, c'est-à-dire que tous les projets entrepreneuriaux sont les enfants d'histoires entrepreneuriales précédentes réussies, qui sont repassés au prisme d'un nouveau contexte de marché. En effet, je te disais avant qu'on commence l'interview qu'on était un petit peu les enfants de vente privée. Pourquoi je t'ai dit ça ? Parce que, en effet, ça fait bien longtemps que les marques ont des problèmes de déstockage. Le problème du déstockage, il est le suivant, c'est vous avez des objectifs pour l'année N, vous produisez de sorte à ce que l'ensemble de vos magasins ou de vos revendeurs soient achalandés dans de bonnes conditions pour pouvoir maximiser votre chiffre d'affaires. Mais forcément, tout ça se fait avec des frottements. Et à la fin, il reste des invendus. Alors bon, les marques ont de tout temps rivalisé d'imagination pour se débarrasser de ces invendus, les écouler. L'un des formats qui tenait la corde, là encore je m'adresse aux dinosaures, c'était donc les magasins de démarque. Traditionnellement, les marques avaient pour habitude de donner leur stock d'anciennes collections à des gens dont c'était le métier de les rediffuser sur des canaux un peu dégriffés, et donc tout ça se faisait par des magasins physiques avec des bonnes adresses, en général donc loin des centres-villes, pour pouvoir où on avait la promesse de pouvoir acheter sa Timberland à moins 50%, pour faire simple. Ce marché-là, c'était un marché sur lequel s'était positionné Jacques-Antoine Granjon, puisque donc Jacques-Antoine Granjon, le fondateur de venteprivée.com, aujourd'hui VP, son métier c'était d'acheter des stocks et de trouver des solutions pour les écouler. Il avait des grands entrepôts. Et un jour, lui est venue l'idée de monter un site internet. Donc on était au début des années 2000, de référencer les collections qu'il avait récupérées et de les proposer cette fois-ci directement aux consommateurs, avec une logique donc de vente privée en ligne. Donc quand on allait sur venteprivée.com, on s'inscrivait, on avait accès à une petite sélection de marques,
Et on pouvait donc accéder à des produits, à nos produits préférés, avec des prix défiant toute concurrence, puisqu'ils correspondaient à des produits qui auraient été traditionnellement déstockés. Ça, c'est le concept de la vente privée initiale. Tu as raison de le rappeler, c'est important. C'est Grandjean qui l'a développé et c'est ce qui a été. C'était un déstockeur avant d'être un vendeur en ligne. C'est important de le savoir. Aujourd'hui, comment les marques appréhendent, parce que c'est devenu, ça s'est démocratisé. Hein. Il y a d'autres acteurs. J'ai parlé aussi de showroom privé qui est venu juste derrière VP avant venteprivée.com. Comment les marques aujourd'hui se positionnent par rapport à ça ? Est-ce que ça a changé par rapport au concept initial ou pas ? Est-ce que, comme je le disais un peu en introduction, bon, elles le font parce qu'il faut bien se déstocker de marchandises, mais elles ne sont pas particulièrement fières de la solution qui est trouvée, même si ça les arrange bien. Eh bien, ce besoin, il reste là. Disons que les marques ont toujours des problématiques d'ordre industriel, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut bien décider d'une quantité de vêtements, par exemple, pour prendre l'industrie de la confection, à produire pour une année. Et il y a un moment où il faut bien faire le constat que tout n'a pas été vendu. Donc ce besoin, il reste là. Évidemment, les marques travaillent à avoir des processus de production toujours plus agiles et pouvoir ajuster, piloter leur production au fil de l'eau. Mais nous, en tout cas, chez les bienfaiteurs, on a la conviction que dans un monde de 9 milliards d'habitants, il y aura toujours des problématiques industrielles et donc toujours des problématiques de stock et donc toujours des problématiques de déstockage. Une fois qu'on a dit ça, le marché de la vente privée s'est beaucoup structuré. Donc, après le lancement de venteprivée.com, qui est devenu donc une des plus belles réussites du web français, d'autres acteurs se sont positionnés. Showroom privé est devenu également un acteur de rang qui nous a beaucoup inspiré dans le projet qu'on a construit. Et puis, donc, on a eu une tendance qui a consisté à voir le marché s'éclater. On dit en anglais unbundler, mais c'est-à-dire que j'aime pas trop ce terme, mais je vais l'expliciter. L'idée, c'est vraiment d'avoir des logiques verticales. Donc là, c'est par exemple dans le marché du bricolage, c'est brico privé, interdit au public. C'est dans le marché du sport, private sport shop, etc., etc. L'idée, c'est vraiment de proposer aux marques des cocons qui soient dédiés à leur univers. Et puis, donc, il y a eu également assez récemment... Oui, pardon, je te coupe parce que tu as raison de le préciser. Quand on entend vente privée, a priori, on pense avant tout à la mode, aux fringues. Alors qu'il n'y a pas que ça. Mais pas seulement. Oui. Les plateformes VP aujourd'hui, elles proposent bien plus que juste des fringues. Mais tu as raison de préciser qu'il y a effectivement ces acteurs qui sont sur une verticale bien précise. Voilà, et oui. Que c'est le concept qui est appliqué à d'autres secteurs. Exactement. Alors en fait, c'est amusant parce que ta remarque me fait penser à une chose, c'est qu'il y a une rencontre sémantique finalement. C'est-à-dire que le mot vente privée, historiquement, en effet, vient de l'habitude qui consistait à liquider les stocks des marques, mais des marques de confection. Mais en l'occurrence, ce terme-là a été capté par l'ensemble des marques en dehors de l'industrie de la confection pour pouvoir mettre un label sur des opérations de promotion importantes qui n'étaient pas des soldes. Et donc effectivement, typiquement début janvier, avant que les soldes commencent, toutes les marques affichent des ventes privées de façon plus ou moins appuyée. Et donc c'est une manière de dire qu'il y a un temps fort promotionnel pour la marque. Et donc finalement, les deux concepts se sont rejoints. Oui, alors justement, j'aimerais bien t'entendre sur le sujet de la notion de privé. Qu'est-ce qui reste privé ? À l'origine, ce mot-là, il vient de l'idée que seuls ceux qui font partie du club, entre guillemets, ont accès aux ventes et quelque part, il y a un privilège à pouvoir accéder à des tarifs préférentiels sur des ventes éphémères parce qu'on fait partie du club. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, c'est quand même très ouvert. Rares sont les acteurs à maintenir réellement cette exclusivité pour leurs membres. C'est quoi la réalité aujourd'hui ? Alors tu as raison. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, chez les bienfaiteurs, on préfère utiliser le terme de vente événementielle, parce que l'objectif, c'est de créer l'événement autour de la marque et pas se raconter qu'on le réserve pour une communauté fermée.
Après, derrière, une fois qu'on a dit ça, pour accéder à notre site, il faut quand même s'inscrire, en l'occurrence, et on a véritablement pour projet de travailler notre communauté autour de notre ADN d'engagement. Mais de la même façon, quand tu vas sur Amazon, tu es obligé de t'inscrire si tu vas acheter sur Amazon. Tout à fait. C'est pas autre chose Oui. Chez toi. T'as pas besoin d'être coopté pour pouvoir rentrer et t'inscrire sur les bienfaiteurs, j'imagine. Alors, non, on n'a pas besoin d'être coopté, en effet. La seule différence avec Amazon, c'est que, déjà, nous, on part sur une sélection très qualitative. Et puis, par ailleurs, derrière... Une sélection de marques. Ouais, on va revenir. Non, je veux absolument pas faire la comparaison avec Amazon. Ce que je veux dire, c'est que en prenant l'exemple d'Amazon, c'est que même le plus populaire au sens fréquentation du site demande à ce qu'on soit inscrit pour être utilisé. Et en ce sens, la plateforme des bienfaiteurs ne déroge pas à la règle. Donc on a ces ventes exclusives, ces ventes événementielles qui fonctionnent bien, qui finalement aujourd'hui a été adoptée par un nombre important d'acteurs. Les marques le font parce que tu l'expliquais, il y a toujours besoin de déstocker. Elles le font sans faire de communication. Elles laissent la charge de la communication aux plateformes sur lesquelles elles déstockent. C'est donc VP qui va faire la promotion auprès de sa base de cette vente sur les produits que la marque met à disposition. Pour la marque, c'est souvent sans marge, ou quasi sans marge. Je dis pas de bêtises. C'est souvent perçu comme un outil pour convertir des stocks en cash, très simplement. Voilà. Donc c'est vrai que quand on est à ce stade-là, on renonce à la marge. Voilà. C'est VP qui l'apprend parce que faut bien qu'il vive et le consommateur quelque part se retrouve gagnant. Donc la marque elle se dit moi c'est une très bonne expression, transformer le stock en cash. Le consommateur il a des produits de marque à des prix sérieusement discountés, ce qu'on parle de moins 50, moins 40, moins 50%. Jusqu'à moins 70. Jusqu'à moins 70. Et puis tu as l'intermédiaire, la plateforme qui elle au passage fait le recrutement, mais aussi donc à sa marge, parce qu'il rajoute quelques points de marge pour pouvoir vivre. On comprend bien que tout le monde est gagnant, mais la marque elle est gagnante, mais ça va contre un peu son image, parce que quand tu vas acheter le Ralph Lauren à moins 50% sur VP, tu te dis mais pourquoi je vais le payer 2 fois plus cher en magasin en temps normal. Donc dans la tête du consommateur, c'est pas toujours très simple à comprendre, même s'il a accepté le concept des ventes. Pour la marque, c'est pas hyper agréable. Non. Mais c'est une réalité avec laquelle il faut composer. On vient de planter un peu des aspects importants du décor sur les ventes exclusives. Maintenant, parlons justement des marques et de leur engagement pour soutenir des causes. Comment elles le font, quels sont les besoins des consommateurs, quelles sont les attentes, peut-être que c'est des nouveaux besoins des consommateurs, c'est-à-dire ils ont besoin que les marques auprès desquelles ils achètent garantissent un engagement pour une cause à minima. Ça va peut-être devenir un besoin. Du moins, ce sont des attentes fortes, et tu vas me le confirmer. Avant qu'on enregistre, je te disais, oui, finalement, aujourd'hui, l'engagement d'une marque pour une cause, pour une association, souvent, ça se résume à une boîte transparente sur le comptoir du magasin avec WWF dessous, et puis la marque se soutient cette association. C'est un peu le 1.0 de l'engagement. C'est quoi aujourd'hui ce sujet dans le RSE de l'engagement d'une marque pour une cause? Alors, c'est une question extrêmement vaste, à laquelle je vais essayer de donner quelques éléments, et puis on va continuer à creuser ensemble. La première chose, c'est que ça fait longtemps que les marques ont des engagements. Ça n'est pas une nouveauté de l'époque. On a des tas d'exemples d'actions qui sont soutenues historiquement par des grandes entreprises. Aujourd'hui, on assiste surtout à une généralisation finalement de cet engagement et une volonté pour les marques de le rendre plus visible.
Je vais prendre quelques exemples. L'actualité nationale ou internationale regorge d'événements sur lesquels les marques cherchent à se positionner. Typiquement, pour prendre un exemple récent, quand les Américains ont évacué l'Afghanistan, on a eu toute une ribambelle de marques qui ont souhaité se positionner, notamment pour montrer leur engagement sur la cause des femmes en Afghanistan. Et ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ça veut dire quoi se positionner pour une marque dans ce cadre-là ? Ça veut dire organiser une opération au bénéfice d'eux. Ça veut dire montrer l'engagement des collaborateurs qui vont mener telle ou telle action. Ça veut dire... Et alors, est-ce qu'un engagement, puisque là on parle d'un événement, c'est donc conjoncturel, Oui. Se saisir d'un événement conjoncturel pour une marque et s'associer à ça en disant on fait quelque chose de bien, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit perçu comme étant un peu opportuniste ? Alors, je fais exprès de te poser la question parce qu'on peut s'interroger. Tout à fait. En fait, c'est amusant parce qu'on y reviendra, je pense, tout à l'heure quand on détaillera les bienfaiteurs, mais c'est une question qu'on se pose sempiternellement. Et en fait, pour avoir pas mal discuté avec d'autres acteurs qui sollicitent les entreprises aujourd'hui, je pense par exemple à 1% pour la planète, on peut passer des heures à débattre des intentions qui font qu'un acteur prend tel ou tel engagement. Est-ce qu'il le fait parce que c'est bon pour son image ou est-ce qu'il le fait parce que sincèrement du fond de ses tripes il considère que c'est la bonne chose à faire. Bon, finalement, c'est toujours un mélange de l'ensemble. Et puis, nous, on n'est pas là pour juger les intentions. Et de même que, même nous, dans notre vie quotidienne... Alors, tu as raison, mais je vais apporter un commentaire Oui. quand je t'entends parler. Tu as 38 ans, j'en ai 45. On ne fait pas partie de la génération Z. Mais cette génération Z, qui est celle qui est en devenir, c'est-à-dire la génération qui est à peine majeure aujourd'hui, elle a clairement des attentes qui sont un peu différentes des nôtres. Le discours que tu tiens, je l'entends tout à fait. Je m'interroge sur la façon avec laquelle cette génération va être réceptive ou non. Pour avoir un peu travaillé le sujet et parlé avec un certain nombre de personnes intéressées par ces consommateurs-là, ils s'interrogent, on arrive à des conclusions, alors elles ne sont pas définitives parce que tout est en train de bouger, mais les derniers échanges que j'ai pu avoir, ça remonte à octobre dernier à l'occasion du salon One-to-One Retail e-commerce à Monaco où le sujet a été mis sur la table, on entend dire qu'il faut qu'il y ait une cohérence. Et en fait, elles veulent une cohérence. Et quand je t'entends parler, est-ce que les marques aujourd'hui, finalement, elles butinent pas à droite, à gauche, et quelque part, c'est pas très grave si on s'interroge si c'est opportun, si c'est conjoncturel, est-ce qu'on va pas juste se servir d'un événement, il y a quelque chose de bien qui est fait, versus finalement une attente de la part des générations plus jeunes qui disent non mais moi je veux un truc qui soit cohérent, je veux acheter cette marque parce que je sais son histoire autour de son engagement. Est-ce que c'est des sujets aujourd'hui qui arrivent à éclore dans les réflexions des entreprises, des marques ? Alors, tu vas me permettre cette pirouette. Tout le monde a droit à ses incohérences, les marques comme les consommateurs. Oui, bonne pirouette. J'imagine que bon nombre des auditeurs se reconnaîtront dans le portrait suivant. Vous essayez par exemple de réduire vos emballages, mais ça vous arrive encore de prendre la voiture alors que vous êtes tout seul et qu'objectivement vous pourriez utiliser un autre moyen de locomotion. Voilà. Bon, en fait, on est dans une époque où clairement tous les logiciels doivent être revisités. Et où chacun fait du mieux qu'il peut dans une époque où clairement la seule assurance qu'on ait, c'est qu'on pourra plus vivre sur la façon avec le même mode de vie que celui qu'utilisaient nos parents. Une fois qu'on a dit ça, donc les marques, oui, les marques, oui, en effet, prennent des engagements. La cohérence entre ces engagements et le logiciel intrinsèque de la marque. Nous, on n'a pas vocation à délivrer des brevets de bonne conduite. Non, alors on reviendra sur la façon avec laquelle vous mettez au service de ces marques-là. C'est intéressant, mais avant, et c'est bien la raison pour laquelle je prends plaisir à te recevoir sur les Digital Doers, c'est parce que justement, vous avez une proposition de valeur qui est réellement innovante.
Mais revenons sur les marques. Les engagements aujourd'hui, c'est quoi? C'est soutenir quelque chose de global, c'est soutenir une association précise, c'est d'abord environnemental ou est-ce que c'est aussi, je sais pas, soutien à des causes humanitaires? C'est quoi? Alors, je viens de répondre à ta question précédente en t'indiquant que les marques ont, pour l'essentiel d'entre elles, les grandes marques ont toutes écrit des roadmaps. Une partie d'entre elles sont passées entreprises à mission elles sont toutes, comment dire, elles ont toutes, ne serait-ce que pour des questions, de, comment dire, de lisibilité, elles ont toutes pris des engagements sur la façon de produire leurs produits, sur la façon de recruter leurs collaborateurs, sur la façon de gérer leurs externalités de façon générale. Ça, c'est une chose. Après, en effet, quand on parle de maisons qui ont 50, 100, 150 ans, en effet, on est sur des process qui sont assez lourds et je peux comprendre que quand on est de la génération Z, on se dit qu'on n'a pas envie d'avancer avec telle ou telle marque un peu qu'elle n'est pas forcément, qu'elle coche pas encore toutes les cases. Bon, sauf que c'est pour ça que je faisais cette pirouette tout à l'heure avec le comportement du consommateur. En fait, tout le monde a bien conscience qu'on a Un monde tel qu'on l'a connu étant jeune, est en train de lui aussi se transformer et que moi j'ai la conviction en tout cas que une partie de ces missions seront progressivement aussi redéfinies et reventilées, notamment avec les responsables associatifs. Parce que finalement, on a des tas d'expériences à partager sur le sujet et il y a plein d'exemples comme ça sur les sujets sociaux notamment. Ok, merci pour la précision et c'est important. Voilà. Alors, pour répondre à ma question. Oui, alors donc du coup, ta question, pardon. Ma question c'est comment, dans quoi elles s'engagent? Est-ce qu'elles ont des difficultés à s'engager sur des thèmes plus que d'autres? Est-ce que c'est forcément environnemental? Est-ce que ça peut être humanitaire? Il peut y en avoir encore beaucoup d'autres. Alors, on a, nous, ce qu'on a observé cette année avec les marques avec lesquelles on a discuté, sans rentrer dans le détail de ce que nous proposons, puisqu'on va y venir, les marques sont friandes de s'engager sur les sujets environnementaux, sentent bien quand même que c'est, notamment dans le cadre de l'industrie de la confection, à double tranchant parce que en effet, notamment les jeunes consommateurs sont très vigilants sur ces sujets-là. Elle s'engage également sur les sujets sociaux et notamment il y a deux sujets qui sont des sujets de préoccupation élevés pour les marques, c'est la cause des femmes et la cause des enfants. Mais l'idée c'est vraiment, en fait, les marques sont demandeuses de créer de la lisibilité sur leurs engagements et d'avoir des engagements qui soient compatibles qui soient cohérents avec leur univers et leurs valeurs de façon générale. On a par exemple pas mal discuté cette année avec une marque qui s'appelle Fursac, que tout le monde connaît ici, et qui est engagée de longue date avec une association qui s'appelle la Cravate Solidaire, dont je suis content de faire un peu la publicité ici. La Cravate Solidaire, c'est une association qui aide les gens qui sont loin de l'emploi à y retourner, notamment en les aidant à préparer les entretiens. Donc on voit bien la cohérence avec Fursac. Ok. Et tu le disais, donc je retiens de ce que tu dis que finalement, il est assez facile, mais c'est à double tranchant de s'engager pour le climat, pour l'environnement. C'est plus complexe de s'engager pour des causes qui sortent un peu qui sont plus humanitaires. Tu donnes l'exemple de Fursac. Et c'est un sentiment qui se trouve justifié ou pas, que c'est plus facile finalement d'aller dans la cause environnementale? Non, disons que c'est plus évident parce qu'en effet, bon, tous les indicateurs sont au rouge, la situation est préoccupante. Et puis, en plus, l'un des principaux marchés qu'on adresse, le marché de la confection, et pas le dernier au banc des accusés. Donc c'est vrai que c'est plus évident en soi, mais encore une fois, c'est vrai que les marques sont vigilantes sur les engagements environnementaux aussi parce que elles ont pas envie de laisser penser que tel ou tel engagement serait finalement l'achat à bon compte
d'un certificat de bonne conduite. Voilà. L'idée, c'est vraiment pas de... aujourd'hui, je pense que les marques de confection sont terrifiées par la perspective d'être accusées de faire du greenwashing. Et donc, on constate que souvent, les marques de confection, notamment, préfèrent les causes sociales. Parce que pour le coup, on n'ira pas leur reprocher de ne pas avoir réduit, de ne pas avoir détruit toute la misère du monde. Ça, c'est pas quelque chose qui va se... C'est intéressant de t'entendre dire ça. Justement, c'est un bon moyen de passer sur l'histoire des bienfaiteurs. Oui. Ta proposition de valeur, tu nous la repitches en 2 secondes, la proposition de valeur, et puis tu reviens sur la genèse du projet. Oui, ok. Très simplement, Les Bienfaiteurs, c'est une plateforme d'engagement à destination des plus belles marques en vente événementielle au service des grandes causes. Assez simplement, donc l'idée pour nous, c'est vraiment d'aller fédérer les marques de la confection, des accessoires, des cosmétiques, de l'alimentaire, aller chercher les plus belles marques de chacun de ces marchés-là, les mettre en scène sur la plateforme le temps d'une opération, 1 semaine, 15 jours maximum, et de les mettre en scène non pas seules, mais en collaboration avec une association qu'elles auront chacune choisie en cohérence avec leurs valeurs. L'idée, c'est vraiment de permettre à tout un chacun de découvrir les plus beaux produits des plus belles marques, tout en soutenant à l'occasion de son achat une cause que la marque aura choisie en cohérence avec ce qu'elle est. Justement, c'est important de le préciser, c'est-à-dire que dans l'achat qui est effectué, il y a un pourcentage qui revient forcément à la plateforme qui fait le travail, mais aussi, et avant tout, à l'association, à la cause qui est soutenue par la marque. Je peux peut-être prendre un exemple pour que ce soit plus clair. On a eu l'immense joie d'avoir Jacadi sur notre plateforme au mois d'octobre. Jacadi souhaitait faire une opération et souhaitait s'engager. Jacadi souhaitait montrer son soutien à la cause des enfants, et Jacadi souhaitait continuer de travailler son image de marque dans le cadre de l'opération en soutenant une cause qui soit cohérente avec son ADN, et l'ADN de Jacadi, c'est le style. Donc on a pris le brief de la marque, qui nous a confié tout un stock d'une collection N-1 à moins 50%. Nous avons mis Jacadi en contact avec une association qui est dans notre univers, qui s'appelle La Source. La Source, c'est une association qui vient en aide aux enfants qui sont décrochés du milieu scolaire, traditionnel en tout cas, et qui les aide à trouver leur voie par l'éveil artistique. Ça a été fondé par un peintre, une très belle réussite. Et donc, on a fait le mariage entre Jacadi et La Source. Jacadi était hyper content, puisque donc, ça a donné l'occasion d'une opération hyper qualitative pour la marque auprès de notre communauté. Les clients ont pu redécouvrir des produits Jacadi et potentiellement devenir acheteurs ensuite sur le site de la marque. Et puis par ailleurs, donc, l'association n'est pas en reste, puisqu'elle a pu se financer. 10% du montant du chiffre d'affaires a été reversé à la cause à l'issue de l'opération. Donc finalement... Alors, on comprend que c'est gagnant. Là-dessus, ces 10% là, ça représente X milliers d'euros. Oui. Qui les verse? C'est vous ou c'est Jacadi? Alors, le don est effectué par la marque, mais il est versé par les bienfaiteurs. L'idée, c'est vraiment que vous allez acheter demain sur notre plateforme un manteau pour votre fils ou pour votre fille. Nous allons encaisser le montant de votre commande et nous allons reverser directement le montant à l'association, mais on le fera pour le compte de la marque. Ça nous permet de donner une sécurité à notre communauté. Les dons sont bien effectués, puisque c'est nous qui nous occupons en pratique de les verser, mais c'est déduit de ce qu'on doit à la marque dans le cadre de l'opération. Le côté fiscal je du sais pas don. si c'était clair. Ouais, c'était clair. Ouais, bon. Le côté fiscal du don. Oui, alors donc alors ça illustre bien. Je fais un petit retour en arrière, le fait que finalement les marques n'ont pas attendu le Covid pour faire vite, pour commencer à prendre des engagements. Il existe en France un dispositif fiscal pour encourager les marques à faire des dons. Et en l'occurrence, donc, une opération sur les bienfaiteurs permet d'obtenir une déduction fiscale, puisque donc la marque effectue un don pour le compte c'est à des associations. Hyper important de le préciser, parce qu'on s'adresse à beaucoup de vendeurs, de retailers, de distributeurs, de marques dans ce podcast-là. En faisant cette action de soutien à une cause par une vente privée, par une vente exclusive,
sur la plateforme des bienfaiteurs, non seulement il y a 10% ou plus de dépendre à chaque fois, le pourcentage doit être calculé en fonction de chaque vente, il y a un pourcentage élevé de la vente qui part au bénéfice de cette association qui a été choisie par la marque, et vous bénéficiez de la déduction fiscale rattachée au don. Exactement. Bon, si on dessert un peu la focale, nous, on est vraiment des facilitateurs d'engagement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on permet aux marques de déduire de leur résultat fiscal une partie du don qu'elles font à destination d'œuvres, à destination de projets philanthropiques, donc auprès d'associations. Nous, évidemment, on a deux combats. Le premier, c'est en effet donc de recruter le plus de marques possible sur ce chemin-là. Et puis par ailleurs, derrière, on considère que dans un paysage un peu de plus en plus gazeux, ce que je décrivais tout à l'heure avec donc l'urgence climatique, mais aussi le désengagement de l'État dans un certain nombre de sujets, nous on a à cœur de soutenir ce type d'engagement, que ce soit sur les bienfaiteurs ou ailleurs, et on espère que l'État montrera son soutien à ce type d'engagement en élargissant les conditions d'accès. Donc je reviens sur une notion, alors j'ai un peu l'esprit d'escalier, mais je reviens sur une notion qui est importante. On a bien compris la dimension d'engagement qu'il y a dans les ventes exclusives que vous proposez. Et finalement, une marque, elle a plus à gagner à travailler avec vous parce que son image n'est pas détériorée. Et justement, elle est même valorisée puisque peut-être que vous allez arriver à faire comprendre aux marques, et tu vas me dire si c'est déjà le cas ou non, que finalement, il y a... un peu comme il y a les ventes aux États-Unis, tu vois, c'est ça ce à quoi ça me fait penser. Tu sais, les ventes aux enchères, un artiste qui met aux enchères sa raquette de tennis parce que c'est un joueur connu de tennis au bénéfice d'une cause. Donc, on va acheter une raquette à un prix complètement hallucinant. Ça, c'est pas ce que ça vaut, mais c'est parce que il y a un soutien financier qui est fait au bénéfice d'une association. Tu connais le concept, Tout à fait. C'est très américain. Quelque part, en fait, votre histoire, elle s'inscrit un peu dans une dynamique qui est similaire, dans le sens où tu vas dire aux marques, vous allez faire des ventes privées et vous allez donc vous séparer d'une marchandise, vous n'allez pas faire de marge dessus et théoriquement, ça va pas faire gagner votre image de marque. Maintenant, on va le faire autrement. Et là où c'était négatif, ça devient positif. Ça devient tellement positif que vous dites que vous faites du déstockage, zéro marge, parce que derrière, il y a un don qui va pouvoir être fait pour une cause que vous avez choisie. Les marques vont pouvoir le communiquer, le valoriser, en être fiers et le faire connaître, non ? Tout à fait, c'est exactement ça. Alors bon, ça m'amuse d'abord que tu prennes cette comparaison avec les États-Unis, parce que s'il y a vraiment deux choses que les Américains font mieux que personne, c'est en effet donc la logique, le spectacle, et puis la logique philanthropique, le charity comme ils l'appellent. C'est vraiment, ils excellent dans les deux domaines, et on a beaucoup de choses à apprendre d'eux en la matière. En fait, c'est une opération, pour revenir au fond de ta question, une opération sur les bienfaiteurs, c'est trois choses. Quand on va sur les bienfaiteurs, on continue de développer son activité parce qu'on présente ses collections, on encaisse des commandes et on conquiert de nouveaux clients. Quand on va sur les bienfaiteurs, par ailleurs, on monte une opération philanthropique très simplement. Donc dans le cas de Jacadi et La Source, il n'a pas été question de monter des conventions compliquées entre Jacadi et La Source. En fait, on est l'unique interlocuteur de l'ensemble et on s'occupe de rendre quelque chose, de rendre la chose hyper facile. Et donc, si je vais au bout de mon raisonnement, en fait, la marque n'a qu'une seule chose à faire, c'est réunir ses collaborateurs pour décider ensemble de quelle est la bonne cause à soutenir. Est-ce que ça arrive que les marques te disent voilà, moi c'est cette cause-là que je veux soutenir ? Oui, tout à fait. Alors on a des marques qui ont déjà des engagements avec les associations qui cherchent à leur proposer un nouveau format. Et dans ces cas-là, en effet, on s'appuie sur la collaboration déjà existante. Mais dans la plupart des cas, en tout cas de ce qu'on a vu cette année, les marques sont soucieuses de prendre des engagements, mais sont un peu perdues. Soit elles ont carrément pas de cause, soit elles ont choisi une cause, mais ne connaissent pas d'association, soit elles ont identifié une association, mais les contacts sont pas faits. On est vraiment là, nous, pour mettre de la graisse entre les rouages et permettre aux choses de se faire.
Alors du coup, donc, trois choses quand on fait une opération sur les bienfaiteurs. Développer son activité en présentant ses produits et en conquérant des clients. Ensuite, en effet, donc monter simplement une opération philanthropique. Et puis, donc, le troisième point, en effet, c'est en fait, la conjugaison des deux premiers. C'est que tant qu'on est sur une opération tant qu'on fait une opération sur les bienfaiteurs, on travaille aussi son image de marque puisque on a l'occasion de se présenter en action. On disait tout à l'heure que l'engagement datait pas d'hier. On peut ajouter que l'engagement est souvent désordonné et pas forcément lié avec les stratégies de communication des marques. Voilà, donc en effet, souvent, il y a un coup de cœur qui fait que dans une marque va décider de se positionner sur tel sujet, ou tel sujet, mais ça rentre pas dans la stratégie marque à horizon 5 ans. C'est rarement en tout cas, c'était rarement le cas jusqu'ici. Nous, on permet d'aligner enfin, en fait, le business avec l'engagement. C'est-à-dire que Jacadi a choisi de soutenir la source. Et ce partenariat, il est directement visible des clients ou des néo-clients. Ça, c'est vraiment l'originalité de. Comment vous les recrutez, vos acheteurs? En fait, vous avez une base de données, mais cette base de données, il a fallu la créer, et puis il faut continuer à l'alimenter. Comment vous faites votre travail de recrutement? Alors, parce que c'est important cette notion-là que tu viens de commencer à évoquer. Oui. Faire connaître à un grand nombre de consommateurs l'existence de cette vente qui est tout à fait particulière. Tout à fait. Alors, bon, là, me vient plusieurs idées que je vais te partager telles quelles, j'espère de façon relativement ordonnée. Le premier point, c'est que, tu le disais tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a... souvent les marques sont... n'ont pas envie de voir les sites de vente privée communiquer sur l'opération qu'elles ont montée avec eux, parce que en effet ça donne pas une très bonne image puisque la marque se retrouve coincée entre 25 autres offres avec potentiellement un prix super dégradé par rapport au prix qui est dans le même temps présenté en magasin. Enfin bref, ça plaît pas vraiment aux marques. Nous, notre originalité, c'est que, en revisitant la vente privée, la vente événementielle, avec la logique de l'engagement, eh bien, on a inventé la vente événementielle que le directeur général est fier de partager sur son LinkedIn. Et c'est vraiment la logique sur laquelle on est, c'est-à-dire que, en fait, on n'est plus sur une opération de déstockage à la papa dont on a un peu honte et sur lequel on va surtout communiquer le moins possible. On est sur, en effet, Jacadi soutient la source et ça doit être une fête. Voilà. Et donc, ça reboucle avec ta question de tout à l'heure. Là, en fait, en disant ça, on n'est pas en train de faire l'audit RSE de Jacadi. De toute façon, évidemment, on a fait plus d'une centaine d'opérations l'année dernière. On prend un certain nombre de garanties, mais on peut pas aller réexaminer dans le détail chacun des engagements. Nous, on est là juste pour dire, Jacadi, marque que vous connaissez parfaitement, qui par ailleurs, d'ailleurs, nous, on est là pour le dire. Comment vous le dites? Comment vous faites ce recrutement? Comment vous communiquez sur cette vente? Vous utilisez les réseaux sociaux? C'est quoi? C'est du Facebook Ads? C'est du Google Ads? Comment vous faites? Alors, une fois qu'on a dit qu'on avait inventé le concept de la marque, de la vente événementielle que les dirigeants étaient fiers de partager sur leur réseau, nous, on s'adosse aussi sur les marques pour construire notre base. Il est évident que quand Jacadi monte une opération avec la source, c'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup aux consommateurs. On le cible effectivement prioritairement sur les réseaux sociaux, pas seulement, mais on s'adosse quand même beaucoup sur les marques et le produit est vraiment l'élément d'appel. C'est-à-dire que le parcours classique pour le client, c'est plutôt en effet d'aller découvrir l'offre qu'il va y avoir telle semaine sur les bienfaiteurs et via une publicité. Et ensuite, il va découvrir le concept, il va voir le soutien à la cause. Et donc, ça viendra à la fois en réassurance pour le premier achat. Et puis, donc, ça assurera une récurrence puisqu'on va fidéliser le client en lui expliquant qu'on est sur une démarche qui est nouvelle et sur le fait que, oui, lui ou elle, en l'occurrence, on est quasiment exclusivement une clientèle féminine, cliente qui cherche à la fois de la promo et de l'engagement, et les bienfaiteurs, c'est le bon site sur lequel aller chiner le dimanche soir pour aller chercher la bonne offre de sa marque préférée.
À propos de marque, j'ai d'autres questions après sur les opérations, on y reviendra. Oui. À propos de marque, tu parles de Jacadi, bon, je les ai vus sur le site, il y en a beaucoup d'autres. Oui. Tu peux en citer quelques-unes? Oui, alors c'est vrai que bon, et là je rends hommage à mon associé donc Charles qui a géré la partie commerciale de main de maître cette année. On a fait rentrer des très belles maisons. On a travaillé avec Aigle, avec Vans, avec Cusmiti, avec Le Petit Ballon, avec Fago, avec Stella Forest, avec Fursac, avec Born Living Yoga. On a fait donc une centaine d'opérations avec 80 marques. Ça dit plusieurs choses. Bon, la première, c'est qu'on a réussi à convaincre des gens alors qu'on n'était personne, et ça vraiment c'est une grande fierté. Ça veut dire que juste sur le concept, on a réussi à embarquer du monde. Et puis par ailleurs, non seulement on a fait ça, mais puisqu'on a 80 marques et 100 opérations, ça veut aussi dire qu'il y en a un certain nombre qu'on a fait revenir. On a déjà fait 3 opérations par exemple avec Born Living Yoga, 2 avec Petit Ballon. Fursac, c'est la première entrée du groupe SMCP, donc deuxième sortie à venir prochainement. Le Born Living Yoga a re-signé, Jacadi aussi. Les choses prennent de l'ampleur progressivement. Oui, parce que rappelle-nous, finalement, ça a commencé quand réellement? On a ouvert, alors donc pour les fans de chronologie, on a ouvert le 17 décembre 2020. Donc vraiment juste avant Noël, c'était important pour nous de pouvoir lancer quelque chose avant la fin 2020. Bon, en 2020, on a vendu en tout et pour tout 2 caisses de champagne à des copains que je remercie au passage pour leur fidélité. Mais les choses ont vraiment commencé à prendre de l'ampleur à partir du mois de janvier. Et en fait, la logique... Vous avez une grosse année derrière vous, quoi. Exactement. Alors, c'est un peu l'idée. Concernant les opérations, les marques vous livrent les stocks qu'elles mettent à disposition en vente exclusive chez vous, ou c'est elles qui font l'expédition? Comment ça fonctionne? Non, c'est vraiment pas le dispositif qu'on préconise. La plupart du temps, les marques qui viennent chez nous sont leurs propres logisticiens. C'est-à-dire que vous allez avoir une vente sur le site. On va mettre en temps réel à disposition de la marque les différentes commandes qui sont tombées chez nous, et la marque expédie directement au client final les commandes qu'on aura générées chez nous. Ça permet plusieurs choses. Premier point, c'est plus écologique puisque ça évite des flux logistiques dans tous les sens. La marque, il n'y a qu'un seul colis qui part de la marque au client final. Ça permet aussi à la marque, et ça elle est souvent contente de pouvoir le faire, de garder la main sur l'expérience de réception du colis. C'est-à-dire que voilà, souvent les marques aiment bien pouvoir positionner en plus de leurs produits soit un échantillon, soit un cadeau, soit une carte, ce qu'on veut. Et donc ça leur permet de faire que le client qui est passé par les bienfaiteurs devient aussi un peu leur client en direct. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fait, la marque obtient l'information de ses nouveaux clients. Oui. Elle peut théoriquement les rentrer dans sa base de clients. Mais c'est un point qui est important pour nous. C'est-à-dire que, en fait, aux marques qui se posent la question de venir nous rejoindre, nous, on n'est pas là pour avoir notre petit segment, le conserver chez nous et le partager avec personne. L'objectif, c'est vraiment de permettre aux marques de faciliter l'engagement. Et donc, comment leur permettre de faciliter l'engagement? Par exemple, l'une des incentives, l'une des incitations, c'est de leur permettre de conquérir de nouveaux clients, parce que non seulement il y a un certain nombre de gens qui vont acheter les produits de la marque alors qu'ils n'étaient pas clients sur le site, mais par ailleurs derrière, en fait, la marque aura la possibilité de donner sa propre expérience de la livraison. Donc les opérations dans l'immense majorité des cas par les marques. Oui. Si d'aventure une marque n'a pas la capacité à faire du B2C, vous prenez en charge? Facilitaire d'engagement, c'est-à-dire que pour les marques qui ne sont pas capables d'expédier directement à leur client final, il y en a de moins en moins, mais sur les grandes signatures, évidemment, c'est encore des choses assez répandues. On travaille avec un logisticien partenaire qui s'appelle Big Blue, avec qui on a construit la collaboration et que je recommande. Et donc ce logisticien nous permet de faire le dernier maillon de la chaîne. Concrètement, à la fin de l'opération, on dit à la marque combien on a vendu de chacun de ses produits. Elle fait un gros envoi à Big Blue et Big Blue s'occupe de dispatcher vis-à-vis des clients finaux. Très bien. L'autre aspect qui me vient en tête est celui du service client.
Oui. C'est vous qui assurez Oui. le service client. Ah, ça, c'est un point en revanche essentiel parce que, en fait, finalement, alors j'ai pas encore eu l'occasion de le dire, mais on est vraiment la quintessence du tiers de confiance. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on est l'expression tiers de confiance est peut-être d'ailleurs pas forcément très bien choisie puisqu'ils sont déjà 3 autour de la table. Il y a le client final, la marque et l'association. Bon, donc nous, on vient se greffer là-dessus et en gros, en fait, faire son achat sur les bienfaiteurs, c'est la garantie qu'en effet, la commande sera adressée dans les standards du e-commerce selon les conditions qui ont été présentées sur la vente, qui sont spécifiques à chaque marque. C'est l'assurance que l'association sera payée à la fin à hauteur de l'engagement qui a été pris. Et puis, c'est l'assurance pour la marque de pouvoir communiquer dans de bonnes conditions sur qui elle est et sur comment elle s'engage. Oui, donc ça veut dire que, pour revenir sur le service client, oui. Un de vos clients qui a passé une commande, qui se dit tiens, c'est marrant, elle n'est toujours pas arrivée, je voudrais savoir où elle est. Elle peut vous appeler, elle peut vous contacter. Non seulement elle peut, mais elle doit. Donc, elle le fait. Vous avez quelqu'un qui va dire ok, bonjour madame machin, quel est votre numéro de commande Et ce numéro de commande, vous l'avez récupéré de la marque? Comment ça fonctionne? Oui, alors on est vraiment sur des choses qui sont tout à fait prosaïques, mais c'est important, allons-y. En fait, on demande aux marques de nous communiquer au fil de l'eau les numéros de suivi des différents colis qui sont expédiés. L'intérêt, il n'est pas de les fliquer évidemment, mais il est de pouvoir s'assurer de garantir une traçabilité au client final et de pouvoir dire au client exactement où est son colis et potentiellement d'ailleurs de pouvoir lancer des enquêtes quand par malheur il y a un problème. Ok, donc c'est pour ça que c'est important. On reste aux manettes. Ouais, c'est pour ça que c'est important de le préciser. De la même façon, c'est vous qui gérez l'encaissement. Vous avez un prestataire de paiement pour oui. Ça. Stripe et quelques autres. Voilà. Merci pour la précision. Je pense qu'on est très clair sur la proposition de valeur. C'est quoi les ambitions pour les mois et les années à venir des bienfaiteurs? Est-ce que ça va être de recruter encore plus de causes, d'identifier encore plus de causes, effectivement trouver encore plus de marques, trouver plus de ventes? C'est rester en France, c'est sortir de la France, c'est quoi? Vaste question. L'idée, alors pour nous, c'est vraiment, si je devais le résumer en une phrase, c'est de construire l'acteur de référence du commerce à impact. Nous, vraiment, on veut être l'acteur qui trouve des solutions aux marques pour faciliter leur engagement. Voilà, tout en l'alignant avec leurs problématiques business. C'est vraiment ça qu'on cherche à faire. C'est ça qu'on a fait cette année avec les bienfaiteurs et on va continuer à le faire dans les années qui viennent. Si je devais prendre une image, cette année, on a appris à faire du vélo. C'est-à-dire que on a testé un certain nombre de formats, on a testé un certain nombre de marques, on a testé un certain nombre d'offres, et puis donc on a pu mieux comprendre ce qui marchait et ce qui marchait pas. La conclusion de tout ça, c'est que la première année en vente privée, c'est vraiment l'année la plus difficile parce que il faut convaincre les marques de venir nous voir, de venir chez nous alors qu'on n'est personne. Et puis par ailleurs derrière, il faut les convaincre de venir chez nous alors qu'on n'a pas fini de tester notre modèle. Maintenant, on arrive avec un modèle qui est totalement éprouvé et donc notre vocation maintenant, ce qu'on va faire en 2022, c'est tout simplement le faire exploser en continuant à monter en gamme, en allant chercher donc toujours plus de marques premium et en les faisant venir sur le support mobile le plus abouti au service de la communauté la plus large et la plus engagée. Donc en fait, une fois qu'on a dit ça, l'idée c'est vraiment donc de continuer à faire venir des belles marques, de continuer à s'appuyer sur elles et pour support aujourd'hui. Et donc tout ça sera au service de quoi? Sera au service de générer de l'impact. Nous donc c'est là où on revient, sur ce pourquoi on s'est lancé dans ce projet. On arrive à un âge où on a envie de créer de la valeur pour l'actionnaire et pour l'entreprise. Et donc, on pense qu'en effet, on sera en capacité de le faire avec ce projet. Mais ce qui nous intéresse, c'est au-delà d'être en capacité de créer une entreprise qui interagit avec son environnement et qui génère des externalités positives. En fait, avec 10% du montant des ventes qui sera reversé à des causes, ça va nous permettre de soutenir des causes dans l'éducation, dans l'environnement,
dans la santé et dans la solidarité, qui sont les 4 grandes verticales sur lesquelles on a choisi de se positionner. Et puis par ailleurs, derrière, je veux insister là-dessus, en fait, on a monté des partenariats de cause entre des marques et puis donc des grandes signatures de l'engagement. On a notamment fait des opérations avec Secours Populaire, avec Ruban Rose, avec la Fondation Good Planet. On est hyper content d'avoir ces partenariats-là parce que certaines grandes marques sont vraiment demandeurs de les avoir et c'est des très belles maisons. On est très content d'avancer avec elles. On est aussi demandeur de trouver en fait des nouveaux acteurs sur le terrain associatif qui vont régler des nouveaux problèmes. Et donc en fait on souhaite pouvoir se positionner, en fait être des dénicheurs, permettre à certains projets qui ont besoin du dernier coup de pouce, en fait de leur permettre à ces projets de rencontrer les marques qui vont faire que voilà, le dernier coup de pouce est arrivé et le projet va pouvoir sortir de terre. J'aime bien prendre cette image, je te la prenais l'autre jour quand on discutait. Nous on pourrait résumer ça par la phrase suivante: on cherche le prochain Café Joyeux. Ça c'est typiquement Café Joyeux, c'est vraiment quelque chose, c'est un acteur nouveau qui je le connais, mais oui, je te laisse précise qui est le Café Joyeux. Oui, en effet. C'est en 2 mots. Oui, en effet. Donc tout le monde ne connaît pas encore Café Joyeux, mais croyez-moi, c'est vraiment un projet qui mérite d'être connu. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une nouvelle approche de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mental. C'est une chaîne de restauration dont le magasin Amiral est situé sur les Champs-Élysées à Paris. Et donc en fait l'idée c'est vraiment au-delà d'une offre de restauration qui est tout à fait qualitative, d'abord il s'agit aussi de sortir d'une logique compassionnelle vis-à-vis du handicap mental et de permettre en fait et d'avoir une approche qui est dit dans le nom, café joyeux. Une bonne partie des équipes sont des personnes qui sont porteuses de trisomie 21 et ce qu'on dit souvent des personnes trisomiques, c'est que elles perçoivent moins souvent que les autres des sentiments négatifs et donc sont plus souvent que les autres enthousiastes. L'idée c'est vraiment en fait de s'appuyer sur sur cette offre pour casser tous les a priori sur le handicap et rendre un projet d'intégration professionnelle pour les personnes qui sont dans cette situation-là un projet qui soit festif. Voilà, et qui donne envie de s'engager. Et vraiment, en fait, moi, c'est un sujet qui me parle d'un point de vue personnel. Mais au-delà de ça, en fait, c'était la bonne manière de traiter le sujet, puisque le digital ouvre la voie de l'horizontalité à des actions collectives, exactement comme par exemple peuvent le porter les bienfaiteurs. Et donc, on est demandeur d'idées originales, rafraîchissantes pour traiter les différentes urgences sociales, environnementales qui sont à nos fenêtres. Bon, merci pour tout ça. On comprend bien que vous voulez grossir plus vite. Pour pouvoir un peu conclure là-dessus, globalement, vous êtes développé sur fonds propres, vous avez besoin de lever de l'argent, parlons concret, parce qu'on est dans le business, c'est quand même... Ouais, je sais un peu la réponse, mais vas-y, je te donne la parole. Alors oui, en effet, on recherche des fonds aujourd'hui. Assez simplement, aujourd'hui, on a fait la démonstration de la pertinence de notre modèle. On a j'ai eu l'occasion de le dire, de très belles marques qui sont venues sur la plateforme et de très belles histoires qui ont commencé à s'écrire entre des marques et des causes. On est convaincu que les marques sont demandeuses de pouvoir réconcilier l'engagement avec les objectifs commerciaux. Elles cherchent des solutions pour ça. C'est bien de dire qu'on est décarboné en 2050, mais qu'est-ce qu'on dit à notre consommateur pour la semaine prochaine? Et en fait, nous, on veut continuer à développer cette offre, faciliter l'engagement des marques. Et pour cela, je pense qu'on a bien compris ce que vous avez envie de faire. Maintenant, vous avez besoin d'argent pour faire quoi? On a besoin d'argent parce que on ira d'autant plus vite qu'on sera amplement financé. Une fois que la démonstration du modèle est faite, on a besoin de valeur. C'est l'assurance de pouvoir développer efficacement notre offre commerciale, et c'est l'assurance de pouvoir démultiplier l'ampleur de notre communauté et l'engager toujours plus dans notre projet, puisque vraiment l'objectif c'est de permettre à chacun des membres de la communauté des bienfaiteurs de participer à la vocation au projet qu'on a construit et qu'on a lancé il y a un an. Ouais, écoute, merci pour ces précisions. À tout investisseur
Le message est passé. Hein. Oui. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Jean-Christophe, d'être venu nous raconter cette aventure, cette proposition qui me plaît beaucoup. Merci, Cyril. Pour avoir justement mis l'impact au milieu de quelque chose qui finalement, a priori, s'en éloignait plutôt qu'autre chose. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux, c'est agréable. Vous pouvez continuer à envoyer des messages et à partager le podcast autour de vous. Merci à Comexposium, l'organisateur du one-to-one retail e-commerce de Monaco, pour son soutien. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de nos entretiens. Jean-Christophe, merci et à bientôt. Merci à toi, à bientôt.